Donc, du coup, moi, je suis Naloane Guissot, je suis pédopsychiatre dans le service hospitalo-universitaire du CHU de Brest, qui est dirigé par professeur Bonsard. Et je travaille notamment dans une unité qui est dédiée à l'accompagnement des situations pour lesquelles les symptômes en lien avec le trauma complexe mettent en difficulté les professionnels qui interviennent auprès des jeunes concernés. Alors, il s'agit encore d'une unité expérimentale dans laquelle nous menons une réflexion permanente sur les outils de repérage et les soins adaptés au trauma complexe, car comme l'a bien introduit professeur Bronsard, on n'a pas encore et peut-être qu'on aura, voilà, la question c'est de toujours essayer de continuer à penser et éviter les simplismes dans ces situations. Donc pour cette première présentation de la matinée, je vous propose donc quelque chose de plus théorique hein, que les présentations qui vont suivre, avec une introduction au psychotrauma complexe de l'enfant et de l'adolescent. Certains d'entre vous travaillent probablement déjà au quotidien avec cette notion de trauma complexe, mais d'autres sont peut-être un peu moins familiers. Et je vous propose donc de voir ensemble ce que recouvre cette terminologie, euh, de voir ensemble quelles en sont les manifestations cliniques afin d'en comprendre les enjeux cliniques et thérapeutiques. Dans le champ de la psychologie, la notion de psychotraumatisme désigne des dommages temporaires ou permanents créés par une situation de stress extrême qui dépasse les capacités adaptatives du sujet. Alors, la notion de psychotraumatisme n'est pas nouvelle. En fait, on connaît depuis même l'Antiquité des descriptions, des écrits où on a des descriptions d'états de sidération, de cauchemars terrifiants chez des soldats, par exemple, qui étaient exposés à des combats violents. Mais la terminologie de terme de traumatisme a été utilisée pour décrire des symptômes et des effets observés chez des personnes qui avaient pu être exposées à des événements dramatiques, et en particulier à la fin du 19e siècle avec l'industrialisation et tout le lot qu'il y a pu y avoir, par exemple, d'accidents ferroviaires dans cette période. Donc, c'est un neurologue allemand de la fin du 19e siècle qui a utilisé pour la première fois la terminologie de névrose traumatique pour décrire ces symptômes. Il se trouve que c'est aussi l'époque des débuts de la psychanalyse et qu'avec des acceptions différentes et de nombreux débats et questionnements, la théorie psychanalytique a aussi cherché à traiter cette question du trauma. Et il se trouve qu'on pourrait dire que, au début du XXe siècle, il y a eu un peu moins, en tout cas, de travaux formels portés sur cette question du traumatisme pour revenir finalement, grâce à des observations cliniques faites auprès de vétérans de la guerre du Vietnam à partir des années 70. Et donc ces observations cliniques ont permis petit à petit de regrouper un ensemble de symptômes dans un syndrome qui a été dénommé syndrome de trouble stress post-traumatique. Et ce syndrome de trouble stress post-traumatique a été introduit dans le manuel diagnostique et statistique des maladies mentales, donc le DSM, en 1980. Alors, en quoi consiste ce syndrome de trouble de stress post-traumatique? On est là dans les années 80. Il est caractérisé par le fait d'avoir été exposé à un événement traumatisant. C'est une condition nécessaire, mais bien évidemment, ce n'est pas suffisant, car heureusement, toute personne exposée à un événement traumatisant ne va pas forcément présenter un trouble stress post-traumatique. Et donc, pour pouvoir parler de trouble stress post-traumatique, il faut qu'on puisse observer un ensemble de symptômes qui sont regroupés dans un syndrome de répétition, un syndrome d'évitement et un syndrome d'hyperactivation neurovégétative. Alors, de quoi s'agit-il? Quand on parle d'événements traumatisants, ça veut dire que le sujet a été exposé à la mort, à une menace de mort, en tout cas à quelque chose qui vient menacer directement son intégrité physique ou psychique. Et pour l'ensemble des symptômes qu'il va présenter, ceux qui rentrent dans le cadre du syndrome de répétition vont être par exemple ce qu'on appelle les reviviscences. Donc c'est le fait de revivre de façon involontaire
et de manière envahissante des événements, certains aspects de l'expérience traumatique. Donc, par exemple, les sujets vont pouvoir décrire qu'ils vont revoir des images, entendre des sons, certaines odeurs aussi de l'événement traumatique et de façon totalement involontaire et non contrôlée. Ce sont des choses qui s'imposent au sujet. Dans le syndrome de répétition, on va retrouver aussi tout ce qui est cauchemar traumatique et ce qu'on appelle les flashbacks. Donc, c'est le fait d'être replongé dans l'événement avec finalement le sujet perd un peu conscience de la réalité ambiante qui est du moment pendant quelques instants jusqu'à quelques minutes pour être replongé de façon complètement involontaire dans la scène du trauma qu'il a pu vivre. Concernant le syndrome d'évitement, c'est tout ce que on va pouvoir observer hein, chez certains sujets d'évitement des stimuli qui vont rappeler l'événement traumatique. Ça peut être essayer d'éviter certaines personnes, certains lieux, certaines situations, mais aussi beaucoup d'évitement, de tentatives d'évitement de toutes les pensées qui peuvent être associées et rattachées au traumatisme, avec des stratégies pour essayer d'éviter de penser que les patients vont pouvoir tenter de mettre en place. Et en ce qui concerne l'hyperactivation neurovégétative, c'est tout ce qu'on va observer autour d'altérations du sommeil avec des difficultés d'endormissement, des interruptions du sommeil, une irritabilité qui peut être assez problématique dans les relations interpersonnelles, hein, des personnes qui présentent un trouble de stress post-traumatique, et un état d'hypervigilance avec des personnes qui sont finalement un peu tout le temps en état d'alarme et qui vont pouvoir réagir à chaque stimulus qui vient leur rappeler un sentiment de menace qui peut être lié au trauma auquel ils ont été exposés. Il se trouve que cette définition du trouble stress post-traumatique a été enrichie progressivement au fil des versions successives des manuels diagnostiques, mais que le constat restait que ce trouble pouvait être considéré comme trop restrictif, de par le fait que centré sur la menace physique, en tout cas la question de l'exposition à la mort ou à la menace de mort peut ramener beaucoup à la question de la sécurité physique et peut sous-estimer l'impact aussi de graves violences psychologiques ou de violences peut-être un peu moindres mais répétées dans le temps. Et avec aussi, comme je l'ai rappelé juste avant, une définition qui est centrée sur une triade clinique avec des symptômes retrouvés chez certains sujets qui sont au-delà de ces symptômes-là. Et donc la triade ne rendait pas forcément compte de l'ensemble des symptômes psychiatriques secondaires qui pouvaient être observés chez certains sujets. Il se trouve que dans les années 90, plusieurs auteurs ont travaillé sur ces questions-là. En particulier Lénore Terre, qui a beaucoup travaillé sur les traumas infantiles et qui a proposé de considérer qu'en fait, il existerait deux types de traumas, en tout cas deux types d'événements traumatiques, hein, qu'elle a tout simplement décrit comme trauma de type 1 et trauma de type 2. Le type 1 représentant en fait des événements uniques, avec un caractère soudain et limité dans le temps, alors que le type 2 vient être constitué d'événements répétitifs qui se produisent sur une certaine durée et qui impliquent un climat de menace et d'insécurité constant pour le sujet. Lénorter note aussi dans ses travaux que la présentation clinique va être un peu différente entre les deux types de traumas avec chez les sujets qui présentent un trauma de type 1, bien souvent des souvenirs qui vont être assez précis, assez détaillés, alors que pour les sujets qui présentent qui ont été exposés à des événements de type 2, ces sujets-là vont plus souvent présenter une forme d'anesthésie affective ou de dissociation qui vient contraster avec la présentation clinique des traumas de type 1. Judith Herman, elle, est une psychiatre américaine qui a beaucoup travaillé sur les violences faites aux femmes et qui a milité hein, pour l'accès aux soins des femmes battues. Et elle a été amenée, dans ce contexte-là, à publier la notion de trouble stress post-traumatique complexe en 1992, en précisant que ce qui le caractérise, c'est l'exposition à des événements prolongés, répétés, lors desquels la victime est soit captive, soit dans l'incapacité de fuir, ou en tout cas sous contrôle de son agresseur. Elle note qu'il en résulte des symptômes plus complexes,
avec des modifications de la personnalité et une vulnérabilité aux agressions répétées de ces personnes. Pour revenir aux enfants, Bessel van der Kolk, lui, part du fait que chez l'enfant, les mécanismes de régulation de la réponse au stress sont en plein développement et que ce développement s'appuie sur les attitudes protectrices des adultes qui entourent l'enfant, qui prennent soin de lui. Et que donc les enfants qui sont victimes ou témoins d'épisodes répétés de violences interpersonnelles, qui vont être exposés à de la négligence, vont pouvoir développer ce que lui a caractérisé comme un ensemble de symptômes qui regroupent dans un trouble qu'il dénomme comme un trouble traumatique développemental. Au-delà de la question directement des traumas, cette même époque de la fin des années 90 a été aussi une période où une grosse étude que vous connaissez probablement sur les expériences de vie adverse de l'enfance, une grosse étude qui a démontré les effets à long terme de l'exposition cumulée à des événements de vie adverse dans l'enfance avec un impact conséquent sur la santé physique et la santé mentale à long terme, à l'âge adulte, des sujets qui ont été exposés à la maltraitance, à des événements de vie adverse cumulés et répétés au cours de l'enfance. On est donc en présence d'une population qui est vulnérabilisée et qui peut en plus présenter un trouble stress post-traumatique, d'où l'importance de formaliser un concept qui puisse rendre compte de l'ensemble de ces caractéristiques. Et donc l'ensemble de ces travaux a petit à petit permis de mettre en évidence donc, des particularités cliniques qui n'étaient pas prises en compte spécifiquement dans la définition du trouble stress post-traumatique et qui ont été caractérisées donc, pour la première fois dans la classification internationale des maladies. Donc c'est la classification de l'Organisation mondiale de la santé avec l'introduction de cette définition du trouble stress post-traumatique complexe en 2019. Alors ça, c'est pour la version anglaise. La version française n'est sortie qu'en 2022, donc vous voyez bien finalement à quel point la formalisation du trouble stress post-traumatique dans les catégories diagnostiques est particulièrement récente. Nolwenn, je vois qu'il vous reste quelques La slides. Ah, super. définition du trouble Merci. stress post-traumatique telle qu'elle est dans la classification internationale des maladies, 11e version, se base toujours sur le fait d'avoir été exposé à des événements traumatiques. Elle se base aussi sur la présence de la triade symptomatique du trouble stress post-traumatique simple, mais on vient rajouter un ensemble de symptômes qui sont regroupés dans les perturbations de l'organisation du soi. Pour ce qui est de l'exposition traumatique, il s'agit d'avoir été exposé à un événement ou une série d'événements de nature extrêmement menaçante ou horrible, prolongé ou répétitif, auxquels il est difficile ou impossible d'échapper. La triade du trouble stress post-traumatique simple reste la même, avec les syndromes de répétition, d'évitement et d'hyperactivation neurovégétative. Mais donc on vient rajouter un ensemble de symptômes qui sont composés de la dysrégulation affective, de perception négative de soi persistante et de difficulté à maintenir des relations et à se sentir proche des autres. Et en fait, ce sont souvent ces symptômes-là qui vont être les plus bruyants, qui vont mettre en difficulté les personnes qui s'occupent des jeunes concernés par le trauma complexe, alors que les éléments de la triade du trouble stress post-traumatique simple vont être bien souvent plus difficiles à repérer en tout cas, si on ne va pas les chercher. Les enfants concernés vont rarement venir dire que, il y a telle scène qui s'impose, telles images qui reviennent. Alors des fois, ça peut arriver, mais bien souvent, c'est en connaissant l'histoire de l'enfant qu'on va pouvoir repérer des choses qui peuvent nous faire penser à de la répétition, notamment dans les relations, par exemple, dans telles attitudes avec telle personne. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se rejouent de phénomènes que l'enfant a pu vivre auparavant. Idem pour tout ce qui va être manifestation d'évitement. Des fois, on ne peut ne pas comprendre pourquoi un enfant va réagir, va s'opposer dans certaines situations, alors que peut-être qu'il s'agit aussi d'une forme d'évitement. Donc c'est vrai que pouvoir repérer ces symptômes, pouvoir prendre le temps d'y réfléchir, de connaître l'histoire de l'enfant est nécessaire pour pouvoir les accompagner. Et donc justement, concernant l'enfant,
les enjeux cliniques chez l'enfant, il faut comprendre que l'exposition traumatique survient en pleine période de développement et de maturation cérébrale, avec des répercussions possibles sur les mécanismes de régulation du stress. Ainsi, un enfant exposé de façon répétée et prolongée à des situations de stress extrême peut développer de façon préférentielle des compétences de protection et de survie. En fait, c'est euh, le principal pour lui à ce moment-là, c'est de se mettre en capacité d'éviter les situations où il va être à nouveau menacé ou en danger, et potentiellement au détriment d'autres compétences, des compétences relationnelles, des compétences d'exploration du monde qui l'entoure. Et parmi les mécanismes de protection fréquemment observés, on va retrouver en particulier les mécanismes de dissociation. Donc la dissociation, en fait, ça consiste en une forme de perturbation, de discontinuité dans les fonctions normalement intégrées, donc que sont la mémoire, la perception, les émotions ou encore les comportements. Et donc ça peut amener à des comportements chez le jeune qui vont être difficiles à interpréter, difficiles à reconnaître si on n'a pas en tête la possibilité de mécanismes de dissociation en ce qui le concerne. Certains de ces jeunes, quand on parle de la question du développement et de l'impact de l'exposition répétée au stress au cours du développement, il est fréquent qu'on puisse retrouver de façon associée aussi des difficultés cognitives et d'apprentissage qu'il importe aussi de pouvoir repérer pour les prendre en charge et accompagner les enfants pour ne pas les laisser avec en plus ces difficultés-là. Une des caractéristiques du trauma complexe est l'exposition en fait, à des traumas de nature interpersonnelle. C'est-à-dire qu'en fait, l'auteur des violences peut être aussi celui-là même qui est censé protéger l'enfant. Il peut donc en résulter chez l'enfant la construction d'une relation aux autres qui va être marquée par l'anticipation de l'agression ou de l'abandon, voire une vision du monde qui peut être marquée par la trahison et la blessure, avec du coup des jeunes qui vont petit à petit aussi se construire avec une vision d'eux-mêmes négative, avec une faible estime de soi et dans une difficulté à avoir confiance en l'autre et donc difficulté à repérer, à rechercher et à accepter du réconfort et du soutien. Ce qui peut venir euh, ce qui peut être très compliqué hein, dans la prise en charge des jeunes, puisque là, on va leur proposer, leur dire, on est là pour toi, on t'accompagne, maintenant on va t'aider. On peut avoir des jeunes pour qui c'est très difficile d'accepter ça, ou en tout cas tant qu'ils n'ont pas éprouvé que ça va vraiment tenir et qu'on est vraiment là pour les aider. Et puis, c'est important que je dise un petit mot de la vulnérabilité particulière des tout-petits qui, eux, n'ont pas de mots pour exprimer ce qui est vécu et qui sont, par leur état constitutionnel de dépendance, confrontés à une impuissance totale dans des situations de maltraitance. Et donc, il est fréquent que la souffrance ressentie s'exprime alors par le corps, qui va être du coup le support d'expression de, de la souffrance vécue. Donc, on voit bien qu'il s'agit d'une clinique d'une extrême complexité qui reste particulièrement complexe à l'adolescence, puisque là, on va avoir une interaction avec les enjeux développementaux de l'adolescence et le fait que le développement, la maturation cérébrale ne se fait pas de façon totalement homogène. Et là où le jeune va commencer à avoir accès à une pensée plus abstraite, à des questionnements sur sa place dans le monde et dans la société, avec souvent, bah, c'est là qu'il va commencer des fois à relire son histoire, tenter de mettre du sens sur une histoire qui du coup n'en a pas forcément. Euh, Tout ça associé avec bah, une impulsivité qui n'est pas encore complètement régulée. Ça peut donner des exacerbations et des réactivations importantes de symptômes post-traumatiques à l'adolescence, avec des comportements à risque et des manifestations de violence qui peuvent mettre grandement en difficulté l'ensemble des professionnels qui interviennent auprès de ces jeunes. Donc, face à la complexité clinique à laquelle sont confrontés tous ceux qui interviennent auprès de ces jeunes, avec parfois des situations où l'urgence va succéder à l'urgence, des situations où les agirs et les comportements du jeune nous laissent dans une forme de perplexité, voire de sidération, il faut pouvoir disposer d'éléments sur lesquels s'appuyer pour penser l'accompagnement. Un des enjeux fondamentaux est de permettre aux jeunes d'éprouver un sentiment de sécurité dans un environnement où il y a une garantie de continuité et qui répond aux besoins de stabilité relationnelle, qui vont lui permettre de cultiver des interactions nourrissantes, positives, soutenantes,
Et donc petit à petit de développer cette confiance envers lui-même et envers autrui dont on a besoin pour l'accompagner. Comme on a vu, ces jeunes ont une vulnérabilité accrue aux troubles physiques comme psychiques, et il est nécessaire de mettre en place les soins adaptés, donc s'assurer que les soins somatiques sont bien en place. S'il y a des troubles des apprentissages, par exemple, mettre en place les rééducations appropriées et bien entendu proposer les psychothérapies adaptées avec les précautions qu'a rappelé professeur Bonsard en introduction, en sachant que les thérapies ciblées trauma ont bien fait leur preuve dans le trauma simple, mais doivent être envisagées avec un certain nombre de précautions, et notamment cette question de la stabilisation et de la sécurisation du jeune pour pouvoir les implémenter de façon appropriée et adaptée pour le jeune. Et la mise en place de l'ensemble de ces éléments est favorisée et puis, la, la prise en compte de l'aspect systémique est nécessaire, mais va favoriser aussi l'implémentation de l'ensemble de ces éléments pour accompagner le jeune, sans oublier le soutien aux professionnels qui est particulièrement important puisqu'on a vu que ces professionnels vont être aussi, et qui interviennent auprès de ces jeunes, vont être aussi directement exposés aux effets des traumas. Et donc, il est nécessaire de développer des espaces de formation et de supervision pour soutenir les efforts déployés au quotidien pour prendre soin des enfants et adolescents concernés par le trauma complexe.